Bonjour. Alors, TP partie 3, modèle, tirelire 3. Alors, tirelire 1, dans la partie 1, on a développé un modèle de tirelire basé sur une classe de données statique et des opérations dans une classe utilitaire séparée. On a une classe utilitaire séparée avec des données statiques dans une autre classe. La tirelire 2, on a combiné les données statiques avec les méthodes statiques pour créer une tirelire statique où les données sont intégrées avec, les méthodes sont intégrées avec les données. Ce qui nous a permis d'augmenter le degré de protection de la donnée en la rendant getPrivateSet. Avantage et inconvénient de la tirelire 2. Donc, avantage, c'est que c'est pas mal le mieux qu'on peut faire en termes de protection des données. Cette classe est assez blindée et bien conçue. Aucune donnée n'est publiquement modifiable. Directement, on s'entend. On peut le modifier indirectement en déposant et en retirant, mais on ne peut pas modifier directement le montant. Inconvénient, en fait, il y a une chose que cette classe ne peut pas faire, et c'est une lacune propre à toutes les classes statiques, c'est que la tirelire 2 n'existe qu'en un seul exemplaire. Elle n'est donc pas reproductible. Et ça, c'est une lacune quand même qui peut être importante dépendamment de ce qu'on veut. Donc, une classe statique égale un seul exemplaire. Donc, on ne peut pas créer 5 tirelires modèle 2, c'est impossible de faire ça. Comme une peinture de Vinci ou de Van Gogh, il en existe un seul exemplaire et cet exemplaire n'est pas reproductible. On peut faire un faux. Par exemple, vous pourriez créer une deuxième classe qu'on va appeler tirelire 2X, qui serait un copier-coller de tirelire 2. Vous auriez à ce moment-là une copie, mais ça serait pas, disons, vous devez créer une nouvelle classe pour ça. C'est pas comme prendre une classe puis l'en reproduire à plusieurs exemplaires. OK? Donc, vous pourriez pas faire un array de tirelire 2 ou une liste de tirelire 2. Okay? C'est impossible de faire ça avec une classe statique. Par exemple, si vous essayez de faire du code, variable tirelire égale new tirelire 5, tirelire 2, 5. Donc, on essaie d'écrire un array contenant 5 tirelire 2. C# va vous donner une erreur. Donc, les éléments de tableau ne peuvent pas être de type statique. Ce qui nous amène à l'objectif de la partie 3 du TP. Donc, dans la troisième partie, on va développer un modèle de tirelire qui est basé sur une classe de données instantiable. Comme pour tirelire 1, on va mettre les méthodes dans une classe utilitaire séparée, question de bien comprendre la logique sous-jacente. Donc, les préalables, c'est les parties 1 et 2. Le plan, tirelire 3, le modèle, l'adaptation de la console, tirelire 3B, création d'un nouvel objet, et on va faire 2 réusinages, réusinage 1, réusinage 2, et finalement, on va conclure. Donc, la console, pardon, si je fais le... Mais patate, le gars. Donc, la tirelire 3. Donc, la tirelire modèle 3 est semblable à la tirelire modèle 1, mais sa classe de données est instantiable, c'est-à-dire non statique, au lieu d'être statique. Donc, ici, vous avez la tirelire modèle 1 avec une classe utilitaire statique et une classe de données statique. Dans la tirelire 3, on a la même chose, mais on a une classe utilitaire statique toujours, mais cette fois avec une classe instantiable de données. Donc, pour bien marquer qu'on a une classe instantiable, fait la différence avec les classes statiques. Les classes statiques, on les met en gris, et les classes instantiables, on les met en jaune. Si je dis on les laisse en jaune, c'est parce que par défaut, dans le logiciel que j'utilise, les classes sont en jaune. Donc, classe statique en jaune, classe non statique, si vous voulez, ou instantiable en jaune, et classe statique en gris. Donc, c'est la seule différence entre le modèle tirelire 1 et le modèle tirelire 3. Mais ça va avoir des répercussions disons, non négligeables dans notre programme.
Donc, tout d'abord, dans tirelire libre, coder la classe tirelire 3, ici, qui possède un seul, élément. Puis, coder la classe opération 3, que vous avez ici. Donc, les opérations sont déposées, retirées et vidées, exactement comme opération 1. Sauf que, il faut passer un paramètre supplémentaire à chaque fois. Parce que dans le cas de opération 1, on agit systématiquement sur la tirelire 1. Et dans le cas d'opération 3, on agit sur une instance de tirelire 3, mais ça se peut qu'il y en ait plusieurs. Donc, pour pouvoir spécifier sur quelle instance de tirelire 3 on agit, il faut absolument ici passer un argument de type tirelire 3 pour dire quel tirelire est la cible de l'opération. Donc, si vous voulez, on peut jeter si jamais vous jetez un coup d'œil au test, vous allez voir qu'est-ce qui distingue le test de tirelire 1 de tirelire 3. Donc, dans tirelire 1, on initialise d'abord la tirelire à 0. Dans tirelire 3, on crée une nouvelle tirelire, donc new tirelire 3. Après ça, on vérifie que initialement le montant total est 0. Tirelire 1, point montant total, c'est 0. Dans tirelire 3, on vérifie que l'instance, l'objet qui est ici, et non pas la classe, mais l'instance, son montant total, c'est 0. Après ça, on effectue des dépôts. Donc, pour effectuer un dépôt dans tirelire 1, on fait opération 1, point déposé, 0. Dans tirelire 3, il faut faire opération 3, point déposé, mais là, il faut dire dans quel tirelire on dépose. Donc, on dépose dans la tirelire qui est ici, celle du haut qu'on a créée. Donc, opération 3, point déposé, tirelire 0. Même chose, ici, on dépose encore une fois, on dépose encore une fois, on dépose encore une fois. Et finalement, on vérifie le montant à la fin. Donc, le montant total dans la tirelire 1, c'est 150. Et le montant total dans la tirelire, celle qu'on a créée ici, qui est de type tirelire 3, c'est aussi 150. Donc, ça vous donne une idée de la différence entre les deux. Une fois que tout ça c'est fait, on peut procéder au test, donc ajouter le fichier de test fourni, modifier pour vos initiales, ici, et finalement tester, ici, pour que ça s'affiche ici, mais je veux dire, il faut modifier dans le fichier, finalement exécuter, donc vous devriez voir apparaître l'équivalent de ça, ça devrait passer, et vous faites une saisie. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez créer un nouveau message pour dire que vous avez terminé la partie 1 du TP3, si vous voulez, la section 1 du TP partie 3, qui s'intitule tirelire 3, et vous poussez le tout. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un nouveau modèle pour la tirelire basé sur une classe d'instance. Les opérations sont dans une classe utilitaire séparée. Penchons-nous maintenant sur la console. Donc, le fait que la tirelire 3 soit une classe instanciable demande des changements significatifs dans la manière de traiter et de transférer l'information dans le programme console. La première différence, et une des plus importantes, c'est qu'il n'existe aucune tirelire de modèle 3 de prime abord. Il faut en créer une explicitement dans le programme pour pouvoir l'utiliser et la manipuler. Cette création s'appelle instanciation, et pour cette raison, on parle de classe instanciable. L'objet ainsi créé s'appelle une instance de la dite classe. Je sais qu'on a déjà parlé de ça. On a parlé de ça à plusieurs reprises depuis le début du cours. Mais je veux être sûr que ces trucs-là vous pénètrent dans le cerveau au plus profond. Ok, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Donc, pour stocker les instances qu'on va créer, on va tout simplement, disons, faire ça. On va créer une classe statique de données instance dans TP Console. Cette classe va avoir pour mission de stocker les instances de tirelire créées par notre programme. Pour le moment, il y a une seule instance. Puisque l'instance est créée une bonne fois pour toutes au moment du démarrage du programme, on la déclare comme static read only. Donc on est ici, public static class instance, public static read only tirelire 3a égale new tirelire 3. Donc on se déclare une nouvelle instance qui s'appelle tirelire 3a. On la déclare et on la
pour la créer, il faut appeler new sur -3 pour créer une nouvelle instance et la stocker dans disons, la semi-constante. OK, donc c'est une static read-only, c'est comme une semi-constante. Donc, on le stocke dans le champ semi-constant, -3. Tout ça dans la classe instance. Donc, notre architecture, suite à cette modification, cet ajout-là, on va se retrouver avec l'architecture qu'on a ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a toujours notre classe programme qui fait appel à la persistance, au menu général, qui fait appel à des menus secondaires. Là, on va avoir besoin d'un nouveau menu, menu -3, pour traiter l'instance de -3. Et ces trois-là font appel à menu utile et persistance et le menu général vont faire appel à la classe d'instance qui contient les instances qui vont être gérées par notre programme. Donc ici, dans le menu -3, on peut constater qu'il y a une légère différence par rapport à menu -1 et menu -2. C'est que on a ici une méthode affichée, mais qui prend une instance en argument, parce que quand on affiche le menu -3, il faut lui dire quelle instance est ciblée par l'affichage. Alors que menu -2, on le sait que c'est -2 qui est ciblé. Menu -1, on sait que c'est -1 qui est ciblé, mais menu -3, -3, c'est une classe d'instance, donc on ne sait pas quelle instance est ciblée. C'est pour ça qu'il faut la passer en argument ici. Par ailleurs, on va avoir besoin de la stocker à l'interne ici dans un champ privé. Donc on va parler de ça un peu plus loin. Donc le menu général doit afficher l'actif de notre nouvelle instance. Donc on peut le faire ainsi. Par exemple, en mettant console+.afficher -3a. Et on va ici aller chercher la valeur qui est stockée dans notre tirelire 3a en allant dans la classe de données instance, classe de données statique, instance. Donc instance.tirelire3a.montant total. OK? Instance.tirelire3a.montant total. Donc, pour ce qui est du menu général, ben, le menu général doit aussi demander au menu -3 de s'afficher, mais en considérant une instance particulière. C'est parce que le menu -3 peut fonctionner avec différentes instances, pas seulement la tirelire 3a. Donc, on lui passe l'instance et le numéro de la tirelire avec lequel il doit fonctionner. Par exemple, ici, ça c'est dans le menu général. Si on sélectionne tirelire 3a, on va appeler tirelire 3, le menu tirelire 3, et on va lui dire de s'afficher en considérant l'instance particulière de la tirelire, par exemple instance.tirelire3a, et le numéro qu'on doit afficher. Donc, instance-3a avec le numéro. Break. Donc ici, en fait, ce que vous voyez grisé ici, c'est parce que je voulais pas en parler, mais c'est la gestion de l'historique. Maintenant, le menu -lire 3, donc lui, ce menu -lire 3 là, doit stocker à l'interne l'instance qui va être utilisée pour les manipulations qu'on va effectuer ultérieurement avec le menu. Donc, puisque cette instance-là n'intéresse personne d'autre que le menu lui-même, on peut la mettre dans un champ privé. Donc, on peut la mettre comme une donnée privée. Et puisque c'est une donnée privée, en fait, un simple champ convient dans cette situation. Une propriété serait overkill. Notez que les champs sont classiquement en notation, disons, en camel case qu'on appelle, donc en C#. Parfois précédé d'un caractère de soulignement, par exemple camel case avec un caractère de soulignement devant, bien qu'on n'adopte pas cette convention-là dans notre cours. Donc vous avez ici le camel case. Donc classe secondaire, singleton statique, on a notre classe ici, donc on doit stocker ici une instance dans notre menu -lire 3. Donc private static -lire 3 -lire active égale nul. Donc la tirelire actuellement active dans le menu. Et par défaut, initialement, dans notre menu -lire 3, cette tirelire active-là, elle est non déterminée, donc elle est nulle.
Cependant, normalement, vu qu'on a la validation des valeurs nulles active dans notre programme, on peut pas mettre nul comme ça sans rien faire. Le programme l'accepterait pas. Donc, pour lui forcer la valeur nulle à travers la gorge, ce que je conseille pas nécessairement, mais des fois, quand on initialise, c'est ce qu'il faut faire. Donc, faut utiliser ça avec parcimonie, mais pour lui forcer la valeur nulle à travers la gorge, on met un nul point d'exclamation. Ça veut dire, hey, prends nul, puis ferme ta gueule pour le moment. OK? Est-ce qu'on doit utiliser un champ ou une propriété? Donc, ça, c'est un petit tableau ici qui résume. Si on parle d'un champ, une donnée, pardon, qui est privée, ben, dans ce cas-là, un champ est généralement préférable, pardon, et une propriété est rarement nécessaire. Si on parle d'une donnée qui est publique, à ce moment-là, un champ est fortement déconseillé. En fait, c'est inacceptable dans ce cours-là, sauf si on est dans un cas de read-only ou de const, donc des cas de constante ou semi-constante. Pour ce qui est des propriétés, ben, il y a getSet pour les classes de données, il y a getPrivateSet pour les classes encapsulées, et il y a getOnly puis getInitSet. Ça, c'est des trucs de C# 9 pour des données immutables. On n'a pas encore touché à ça pour le moment, donc on laisse ça un peu en sourdine là, pour le moment. Pour ce qui est de la classe, ben, typiquement, on va utiliser le camel case quand c'est privé, puis on va utiliser le Pascal case quand c'est public. Pour ce qui est des propriétés, c'est toujours le Pascal case. Donc, le camel case, c'est que ça commence par une minuscule, puis le Pascal case, mais ça commence par une majuscule. L'efficacité des champs, c'est très grand. Propriété, c'est grand. Donc, les propriétés, c'est très, très, très efficace. Mais les champs sont encore plus efficaces, si jamais vous posez la question. C'est pour ça qu'ici, on crée pas, quand c'est privé, on crée pas une propriété inutilement, parce qu'on veut pas non plus rajouter un coût inutile dans notre programme. C'est pour ça qu'on laisse ça un champ, tout simplement. Et pour ce qui est des getters et des setters, ben, si on a un champ, on doit les coder au besoin, alors que si on utilise une propriété, ils sont automatiquement générés par le compilateur et utilisés de manière transparente sous le capot à l'insu du programmeur. Donc, dans le menu tirelire 3, on va avoir une méthode affichée. Donc, cette méthode affichée-là, ici, va recevoir une tirelire 3 en argument et le numéro de la tirelire à afficher. Et la première chose à faire dans cette méthode affichée-là, c'est de préserver la tirelire en cours dans la variable locale. Donc, tirelire active égale tirelire ici. Puis après ça, on fait notre boucle pour afficher notre menu comme elle existe déjà dans les autres tirelires. Donc, au moment d'afficher, on commence par préserver la tirelire comme on vient ici. Okay, ce qui va permettre de s'en servir dans les autres méthodes. Par exemple, pour vider, vous pourriez avoir quelque chose du genre vider, variable montant égale opération 3.vider, tirelire active. Donc, on va vider la tirelire active dans ce cas-là. Il y a une suite à ça, mais vous comprenez le principe. Une fois que vous avez codé tout ça, c'est le temps d'embarquer dans un petit démo. Donc, on va opérer la console pour obtenir l'état suivant. Donc, tirelire 1, tirelire 3A, tirelire 2, tirelire 3A, etc. Et on voit qu'est-ce qui reste une fois qu'on a fait les opérations. Tirelire 1, tirelire 2, tirelire 3A. Faites-y. Suite du démo avec la persistance. Donc, fermez la console, puis ouvrez-la de nouveau. Normalement, vous devriez avoir un historique effacé avec la tirelire 1, 2 et 3A qui conserve les mêmes montants que ce qu'on avait ici. Vous faites une saisie de ça aussi. Et finalement, vous devriez pouvoir faire un reset ici. Une fois que vous avez fait votre reset, vous allez obtenir 0, 0, 0 et vous faites une saisie. Donc, en somme, on a ajouté une classe de données pour stocker les instances de la tirelire 3 et on a ajouté un menu spécifique pour traiter les instances de tirelire 3. Faites maintenant commit and push avec le message approprié. Alors, ceci nous amène à tirelire 3B. Donc, l'intérêt d'avoir une classe instantiable comme tirelire 3 plutôt qu'une classe statique comme tirelire 1 ou 2, c'est de pouvoir créer autant de tirelires qu'on le souhaite à partir de la même définition d'une classe. Donc, dans cette section, votre objectif est d'ajouter une nouvelle tirelire 3B dans le programme console.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le niveau de l'architecture? C'est qu'on va ajouter ici une tirelire 3B dans les instances, mais le reste du programme reste essentiellement identique. Donc, on peut toujours se servir du menu tirelire 3 avec notre instance 3B, parce que le menu tirelire 3 fonctionne avec n'importe quelle instance de tirelire 3. Donc, il va y avoir des ajustements mineurs à faire dans le module persistance, le module dans le singleton statique persistance et dans la classe menu général. Parce que les deux dépendent de instance. Mais normalement, dans le reste ici du programme, et dans cette partie-là, vous ne devriez pas avoir aucune modification à faire. Donc, faites un démo pour montrer que ça fonctionne comme ça ressemble, comme vous avez ici. Suite du démo pour montrer toujours que ça fonctionne. Donc, en résumé, à partir d'une classe instantiable, c'est beaucoup plus simple d'ajouter de nouvelles tirelires. On pourrait créer une dizaine de tirelires modèle 3 si on le voulait, et l'effort serait modeste par rapport à l'ajout de 10 nouvelles classes statiques dans le programme. Vous pouvez maintenant valider et pousser sur Git avec un message d'erreur, un message c'est-à-dire pertinent. Ça nous amène maintenant à proposer certains réusinages. Donc, il y a encore beaucoup de redondance dans le code et encore plus depuis qu'on a ajouté le menu de tirelire 3. Là, c'est sûr que vous, ce que vous n'avez pas, c'est qu'après ça, il va y avoir tirelire 4, tirelire 5, tirelire 6. Donc, c'est évident qu'au rythme où vont les choses, en ajoutant toujours une classe à chaque fois pour gérer un menu, ça va commencer à devenir lourd en termes et compliqué en termes de code et d'architecture. Donc, ça serait peut-être le temps de commencer à réduire la redondance. Donc, par exemple, on peut se poser la question, c'est quoi la différence entre les méthodes déposées de menu de tirelire 1, 2 et 3? En fait, il y a bien plus de choses entre ces différentes méthodes-là. La seule différence se manifeste sur une seule ligne de code. Donc, si on regarde ici la prochaine diapo, on a le déposé de ici de opération 1, donc la tirelire 1, et on a le déposé de opération 3, point déposé ici. Donc ça, c'est la tirelire 3, ça c'est la tirelire 1. Si on regarde la méthode déposée, ici, dans le menu pour déposer, on voit que c'est exactement le même code, sauf pour la condition qui est utilisée dans le if. Donc, bon, je vais arrêter de niaiser. Donc, ça veut dire que ça pourrait être une bonne chose de, disons, un instant. Donc, dans les deux cas ici, de déposer, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on invoque une méthode, c'est-à-dire une fonction, qui est appliquée sur un montant et qui retourne un booléen. Donc ici, on dépose un montant et on retourne un booléen pour être utilisé par les if. Ici, on dépose un montant dans la tirelire active et on retourne un booléen. Donc, il y a un seul point de variation entre les deux fonctions. Pour généraliser la méthode déposée, il faut donc ajouter un argument qui permet de prendre en compte cette différence-là. Souvent, la différence en est une au niveau des données, par exemple, afficher une string différente, multipliée par un nombre différent, etc. Mais presque aussi souvent, la différence se situe plutôt dans la manière de faire les choses, c'est-à-dire la méthode qui doit être invoquée, ce qui est précisément le cas ici. Donc, il va falloir paramétrer notre méthode avec un type fonctionnel, c'est-à-dire soit action ou func en C#. Action, c'est si on veut paramétrer des méthodes non résultantes, void, et func, c'est pour paramétrer des méthodes résultantes. Donc, dans le cas présent, on veut paramétrer une méthode qui prend un décimal en argument, le montant, et qui retourne un booléen. Comment on va mettre ça? Donc, ici, on voit comment on peut généraliser. Donc, notre truc ici, c'est quoi? C'est ce truc-là ici, déposer un montant, retourner un booléen. Ben, en fait, c'est une
pour paramétrer ça, ça va nous prendre un argument de type func qui prend un décimal en argument et qui retourne un booléen. Donc, ça va être une fonction qui prend un décimal, qui retourne un booléen. On lui donne un nom puisque c'est un argument, donc on va l'appeler déposer dans tirelire. Et là, on va appeler ici notre fonction qu'on a passée en argument, on va l'appeler ici dans notre if. Donc, si déposer dans tirelire montant, si ça c'est true, on fait ça, sinon, on fait ça ici. Donc, c'est la façon de généraliser. Donc, on rajoute un argument pour généraliser, et notre argument, c'est une fonction qui prend un décimal en entrée et qui retourne au booléen. Est-ce que vous seriez capable de faire ça par vous-même en l'état actuel des choses? Probablement pas. Et c'est pour ça qu'on vous le donne. Donc, ça nous amène ici. Donc, ça, c'est l'architecture actuelle qu'on a. Et là, ce qu'on veut faire, c'est prendre pour chacune des méthodes déposer, retirer et vider, on veut les amener dans menu utile. Okay. Donc ici, on voit comment on peut généraliser déposer. Et donc déposer, à part d'ici, puis on veut l'envoyer dans menu utile. Même chose pour retirer, même chose pour vider. Donc l'idée, c'est qu'on va se ramasser ici avec déposer, retirer et vider en plus dans menu utile. Par contre, on va enlever ici instance dans la classe ici menu-lire 3. Donc, en ce qui concerne maintenant la généralisation, c'est à vous de jouer. Donc, dans la classe menu utile, généraliser les méthodes déposer, retirer et vider. Comme vous trouvez dans menu utile, on voit ici. Donc, on a déjà affiché qui était déjà là. Traiter menu et continuer qui était déjà là, qui prenait 3 actions en argument. On va déposer qui prend une fonction décimale qui retourne un booléen. Retirer qui prend une fonction décimale qui retourne un booléen. Et vider qui prend en argument une fonction qui retourne juste un nombre, un décimal. Donc, il n'y a une fonction qui ne prend pas d'argument et qui retourne un décimal. Donc, modifiez pas tout de suite les classes menu-lire 1, 2 et 3. On va le faire dans les prochaines diapos. Donc, pour l'instant, faites juste régénéraliser les méthodes. Vous avez vu comment généraliser déposer. À partir de là, vous êtes capable de faire retirer et de faire vider. Donc, comment on peut maintenant simplifier, par exemple, menu-lire 1. Alors, on avait ici une fonction, c'est-à-dire on avait ici, une méthode privée déposée. Alors, comment on fait pour récupérer ce qu'on avait fait dans l'autre méthode, dans le menu utile? Ben, on peut tout simplement, en guise de déposer, quand on veut déposer ici, qu'on faisait tout ça, on peut remplacer cet appel-là de déposer, c'est-à-dire le code de la fonction déposer, on peut le remplacer par le code suivant, qui devient un one-liner. Okay, donc, on remplace tout ça par ce que vous avez ici. Donc, quand il s'agit de déposer dans la classe menu-lire 1, on va faire menu utile.déposer. Et pour le montant qui est stocké dans la classe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici appeler, ça c'est un lambda ici, là. Donc, au lieu de faire ça, ce qu'on va passer en argument, c'est la fameuse fonction qui prend un montant en argument qui retourne un booléen. Donc, on va faire montant, opération 1.déposer montant. Peut-être que j'aurais pas dû mettre ça en rouge parce qu'on dirait que c'est moins visible, là, mais enfin, bon. C'était peut-être pas une bonne idée. Donc, notez que ce que vous avez en rouge, c'est rigoureusement identique. Okay, donc, ça, c'est rigoureusement identique à ça. Donc, ça ici, on veut le passer en argument. Parce que le code qui est exécuté ici, on veut le passer en argument dans la méthode menu-utile.déposer. La façon de passer ce code-là en argument, c'est un code qui prend un montant et qui retourne un booléen. Alors, c'est de faire montant qui est converti en un appel ici qui retourne un booléen. Donc, c'est la façon de passer ce truc-là ici en argument dans notre méthode déposée. C'est d'écrire comme ça, donc comme un lambda.
avant de poursuivre, on va commencer par réusiner notre méthode affichée. Donc, notre méthode affichée, ça c'est... on va la réusiner de la manière suivante. Donc ça, c'est dans menu utile, ici, là. C'est dans menu -lire 1, pardon. OK, donc la méthode affichée de menu-lire 1, on va la réécrire comme ceci. Donc c'est un peu plus long, mais vous allez voir, vous allez comprendre où ce qu'on veut en venir. Donc do while, on va convertir ça en une boucle while. Donc on va définir notre variable continue égale true, while continuer. Et après ça, on fait notre console plus.clear, on fait notre menu utile, puis après ça, on fait notre traité menu et continue ici, puis on stocke ça dans la variable continuer. Et on lui passe les trois arguments, déposer, retirer et vider, qu'on inscrit chacun sur sa propre ligne. OK, donc ce code-là, on le réusine comme ça. Maintenant, on continue notre réusinage. Notre méthode ici, déposer, tantôt qu'on avait réécrit en utilisant menu utile.déposer, ben, ce qu'on peut faire, c'est carrément, c'est qu'au lieu d'avoir déposé comme on avait tantôt ici, donc on avait écrit déposer ici en argument, déposer, ben, on va carrément prendre déposer, qui est cette méthode-là, déposer ici, puis on va prendre le corps de la fonction, qu'on voit ici, puis on va aller le plugger ici en haut. Donc on remplace déposer ici par le corps de la fonction ici, mais en lui mettant un, disons, une paire de parenthèses comme ça ici devant, pour en faire une action. Donc, une méthode, si vous voulez, mais c'est un lambda. Donc, en fait, devant quoi on se retrouve? On se retrouve devant le fait que quand on traite le menu et continuer, en guise de déposer, ben, on va appeler menu utile.déposer et on va appeler dans menu utile.déposer, on va faire en sorte que pour un montant, on va faire opération 1.déposer le montant en question. Évidemment, ça c'est dans le menu-lire 1, l'équivalent de menu-lire 1. OK. Donc c'est un lambda, puis dans lambda, il y a un autre lambda. Là, vous dites, oh, wow, là, tu pousses un peu loin. Monsieur Guérin, vous exagérez un peu. Oui, j'exagère un peu. Malheureusement, en programmation, quand vous allez commencer à être un peu plus familier, disons, avec les lambda et tout ça, c'est pas si, disons, surprenant comme code. Okay? Surtout si vous programmez, par exemple, en JavaScript, etc., où les lambda, vous en avez quasiment un par ligne. Enfin, j'exagère un peu, mais pas loin. Donc, rendu là, on peut vérifier que notre code fonctionne toujours, voir si tout fonctionne bien. Donc, on pourrait, par exemple, exécuter -lire 1, notre menu, et faire un dépôt de 500 et voir que ça fonctionne. Parfait. Donc, ça a l'air de marcher. Donc, maintenant, vous pouvez simplifier et supprimer la méthode retirée de la classe menu-lire 1, de la même façon qu'on a fait pour déposer. Valider que vous pouvez toujours retirer. Ensuite, on peut supprimer valider. Donc, simplifier, supprimer la méthode vider, pardon. Valider, méthode vider de la classe menu-lire 1. Et valider que vous pouvez toujours vider. Donc, vous voyez ici comment on a d'abord simplifié la méthode vider en appelant menu utile.vider et en lui passant en argument l'opération 1.vider. En réalité, on pourrait passer juste opération 1.vider sans mettre les parenthèses ici et les parenthèses ici, mais je voulais vous montrer que c'était un lambda comme les autres méthodes, etc. Donc, pour pas que vous soyez trop, disons, décontenancé, mais en fait, je veux pas... c'est ça. Bon. Donc, voici comment on peut vider, et après ça, ben, il faut prendre ça, puis aller le plugger en haut. Donc, ce qu'on vient de faire avec menu-lire 1, on peut l'appliquer à menu-lire 2 et menu-lire 3. Donc, simplifier ensuite menu-lire 2 et 3 comme vous l'avez fait pour la version 1. Valider que tout fonctionne comme avant. Donc, une fois qu'on a tout fait ça, on peut se poser la question, est-ce qu'on a encore besoin du champ -lire actif dans menu-lire 3? Ben, vous voyez la réponse ici. Menu-lire 1, il reste juste une méthode affichée. Menu-lire 2, il reste juste une méthode affichée. Menu-lire 3, il reste juste une méthode affichée. Le champ -lire active est disparu. Faites une saisie.
Validez que tout fonctionne encore correctement. Donc, allez-y, faites tirelire 1, déposer, blablabla, blablabla, pour avoir ça. Faites votre saisie. Commit and push. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Pour éliminer la redondance, il a fallu généraliser des méthodes, puisque les différences étaient dans la manière de faire les choses et non dans les données à traiter. Il a fallu paramétrer les méthodes avec d'autres méthodes, donc des func dans le cas présent, et en guise de paramètres, il a fallu fournir des lambda. Ce qui nous amène maintenant à pousser un peu plus loin le réusinage. Donc, on veut maintenant rapatrier donc, les méthodes affichées, comme on a ici. Afficher, afficher, afficher. En fait, sont rendues assez simples. Donc, on peut les rapatrier dans la classe menu général. Donc, rapatrier ces trois méthodes-là ici dans la classe menu général, ce qui vous permet carrément de vous débarrasser des classes menu tirelire 1, menu tirelire 2, menu tirelire 3. Ben, ça, c'est l'étape suivante. Commencez par le faire. Donc, vous devriez obtenir comme menu général ici ce que vous avez ici en dessous. Donc, vous allez avoir affiché en tête, traiter menu et continu, reset. Après ça, vous allez avoir menu tirelire 1, menu tirelire 2, menu tirelire 3 qui sont des méthodes qui correspondent à afficher, afficher, afficher. Donc, afficher devient menu tirelire 1. Afficher ici devient menu tirelire 2 et afficher instance devient menu tirelire 3 instance. Et comme vous voyez, l'instance, en fait, c'est tirelire 3 avec string ici. Donc, faites ça, puis après ça, faites une saisie de votre classe menu général. Donc, rendu ici, les classes menu tirelire 1, 2 et 3 deviennent superflues. On peut tout simplement les supprimer, ce qui va donner l'architecture que vous avez ici. Simplifié. Validez que tout fonctionne comme avant. Donc, faites la série d'opérations ici. En résumé, pour la suite du réusinage, on a récupéré les méthodes dans 3 classes et les avons rapatriées dans le menu général, ce qui a permis de supprimer ces 3 mêmes classes, devenues alors obsolètes, en simplifiant l'architecture générale de l'application. On peut maintenant faire un commit and push avec un message approprié. Conclusion et remise. Conclusion et remise. Donc, on a ajouté un nouveau modèle de tirelire qui, cette fois, est instanciable. Tout comme la tirelire 1, la tirelire 3 sépare les données dans une classe de données et les méthodes dans une classe utilitaire. L'utilisation d'instances nécessite leur création avec new au préalable. Et pour simplifier les choses, on a stocké ces instances-là dans une classe statique de données, instance. Comme il commençait à y avoir beaucoup de redondance dans les menus associés à chacun des modèles de tirelire, on a généralisé des méthodes, ce qui a nécessité l'usage de types fonctionnels, func et de lambda. Au passage, cela a permis de simplifier l'architecture générale de l'application console. Saisissez maintenant votre historique ci-dessous, comme vous l'avez ici. Et procédez à votre auto-évaluation, comme on peut voir ici. 2, 2, 2, 3, 1, mettez-vous vos points. Et votre résultat sur 10, vous déposez le tout. Et voilà. Le tour est joué, c'est terminé.